Plus que 2 jours avant la magnifique carte de l'UFC 304, et oui, nous sommes le jeudi 25 juillet 2024, et comme à chaque fois j'ai fait le tour d'internet et des réseaux sociaux pour vous proposer ce journal d'actualité MMA, on parlera de Tom Aspinall, de Leon Edwards, de Justin Gaethje et de bien d'autres. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Et Tom Aspinall l'assure, sa vie n'a pas changé depuis qu'il est devenu champion intérim des poids lourds de l'UFC. La route reste encore longue même d'après lui, mais s'il y a bien un événement qui a marqué sa carrière, c'est cette défaite sur blessure face à Curtis Blaydes en 2022. Avant ça, il estime qu'il n'était pas assez sérieux dans ses camps d'entraînement, confiant même qu'il n'avait jamais fait de préparation physique à ce moment de sa carrière. Alors il s'est retrouvé face à un dilemme, c'était pour lui son corps qui lui disait stop, donc soit il prenait sa retraite, soit il se lançait à 100% dans sa carrière. Il a choisi la deuxième option et on connaît la suite. Il devient champion intérim des poids lourds en novembre dernier au MSG en mettant KO Sergey Pavlovich. Sacrée performance. Et il dit d'ailleurs, quand je me suis blessé, j'ai fait ma réhabilitation, ma rééducation, et je l'ai fait plus sérieusement que n'importe quel camp d'entraînement. J'ai suivi toutes les recommandations à la lettre, même la diététique. Et concernant son combat qui arrive samedi soir, il dit bien sûr c'est pour la ceinture intérim, mais tous les gens qui suivent le MMA le savent. Celui qui va gagner ce combat, ce sera le numéro 1, ce sera le champion, ce sera le meilleur poids lourd sur Terre. On l'a aussi interrogé sur le combat contre John Jones, il dit ça n'arrivera pas, moi je le veux, j'ai envoyé plusieurs appels, il n'y a jamais de réponse. Donc si ça aura lieu, on peut dire que ce ne sera qu'une bonne surprise pour lui. Et puis, concernant ce combat aussi, toujours de samedi soir, il dit c'est une revanche contre Curtis Blaydes. C'est chez moi, c'est pour la ceinture intérim, je ne pouvais pas rêver mieux. Bien sûr, c'est beaucoup de pression, mais j'aime beaucoup ça, je me suis préparé pour. Les entraînements, c'était simple, il se mettait sur le dos avec un gars très lourd sur lui et il essayait de se relever. Et une fois qu'il était debout, il recommençait. C'est une phase de combat qui va sûrement avoir lieu samedi soir, donc on espère que ça va marcher pour lui. D'ailleurs, j'ai re-regardé leur premier combat à Aspinall et Blaydes, et même si ça n'avait pas duré longtemps, il y avait quelques petites choses à en tirer. Déjà, Aspinall s'était jeté sur Blaydes, il lui avait mis la pression. Alors, Curtis l'a dit, on en a parlé en début de semaine, il te met toujours une grosse pression Aspinall et c'est son point fort, mais là ça aurait pu lui coûter cher parce qu'il s'était fait contrer 2 fois par Curtis Blaydes, 2 fois en ligne avec le point arrière, parce qu'il avait ce petit défaut Aspinall, c'était d'envoyer des low kicks sans les masquer avec les poings. Et attention, alors je pense qu'il va avoir corrigé le tir pour la revanche, du coup il en a appris un petit peu peut-être de ses erreurs, et comme il le dit avant, j'étais pas assez sérieux, donc peut-être qu'aussi dans l'analyse de ses adversaires, il est plus sérieux aujourd'hui, mais attention à ça, moi j'ai Aspinall en favori, mais il faudrait pas reproduire les mêmes erreurs qu'au premier combat, parce que Blaydes avait touché, et il aurait pu toucher un peu plus précisément, et peut-être envoyer Aspinall au tapis. Toujours à l'UFC 304, on a Leon Edwards qui s'est dit très satisfait de combattre chez lui. D'ailleurs, ce sera son deuxième main event en Angleterre. Et concernant ses horaires un peu bizarres dont beaucoup se plaignent, il dit que lui, ça le dérange pas plus que ça. Il avait déjà eu le cas quand il avait combattu sur la carte de Bisping il y a quelques années. Et puis il dit en réalité, quand je vais combattre aux États-Unis, je suis souvent sur la main card, surtout depuis quelques années, il l'est même tout le temps, souvent main event. Donc il dit quand tu remets à l'heure anglaise, c'est comme si je combattais entre 4 et 6 heures du matin, pardon. Bon, on va pas revenir là-dessus, hein, les rythmes circadiens, etc. J'en ai parlé hier, mais on verra si ça lui réussit cette fois-ci. Ce combat sera une revanche, hein, je le rappelle, puisque les deux se sont déjà affrontés en 2021. Combat arrêté après 18 secondes dans le deuxième round, puisque Edwards avait high-poke Muhammad. Et donc il le dit, Edwards, il dit ouais, c'est une revanche, lui et moi, on se connaît, on sait de quoi on est capable, on a déjà fait un round ensemble, donc moi je rentre dans ce nouveau combat comme si c'était le deuxième round, et je vais tout de suite chercher le KO. D'après lui, ses dernières oppositions dans l'octogone l'ont préparé pour ce rematch, puisque ses adversaires avaient des styles plutôt similaires à celui de Muhammad. Hein. On peut citer Kamaru Usman et Colby Covington. Et d'ailleurs, il a dit qu'il était très heureux de toujours affronter l'élite de la catégorie. Il a affronté le champion qui est devenu contender numéro 1, il l'a réaffronté. Ensuite, il a pris Covington, là il prend Muhammad. Et c'est vrai, je suis d'accord avec lui, c'est comme ça qu'on voit un grand champion. Un grand champion, c'est celui qui affronte les contenders les uns après les autres et des mecs qui sont légitimes. Usman était forcément légitime, Covington aussi, même si certains pourraient dire le contraire. Et puis Muhammad, sur la série d'invincibilité sur laquelle il l'est forcément lui aussi. Mais il nuance un peu en disant que Bilal Muhammad, lui, n'a pas affronté d'autres gars comme lui. Lui, il se considère comme un combattant très complet. Et il dit, moi, j'ai l'impression qu'il a plutôt affronté des spécialistes. Hein. Burns, spécialiste au sol. Thompson, spécialiste debout. Il cite aussi Luquier et Brady. Et puis quand on l'interroge sur son avenir, il répond qu'il vise toujours une montée chez les poids moyens. Donc c'est en relation avec ce qu'avait dit son coach hier, hein, j'en ai parlé. Il se considère être un gros welter et il ne conteste pas le fait que de gros combats l'attendent dans sa catégorie actuelle, mais qu'il ne voit pas de réel money fight et que c'est un peu ce qui motive sa montée de catégorie.
Son adversaire, Bilal Mohamed, forcément on lui a demandé ce qu'il retenait de son premier combat face à Leon Edwards, et il a répondu qu'à part de la colère, rien du tout. Il est très frustré de la façon dont s'est arrêté le combat. Forcément, tu te prépares pas pendant des semaines et des mois pour que le combat s'arrête pour un doigt dans l'œil, mais malheureusement c'est comme ça que ça s'est passé. Il estime que depuis ce combat, il a affronté des adversaires avec des styles complètement différents les uns des autres, et que ça lui a permis de s'améliorer. Et puis il cite lui aussi Burns, Thompson et Luque. C'est assez drôle. Edwards dit ouais, t'as affronté des gars qui t'ont pas préparé à moi parce qu'ils avaient pas mon style. Et lui il dit ouais, mais moi d'avoir affronté des grappleurs, des lutteurs, des strikers, ça fait que j'ai dû travailler tous les aspects de mon game, mais aujourd'hui je suis prêt à affronter un mec qui est complet. Ça s'entend aussi. Il dit qu'en plus, quand il a affronté ces gars-là, ils étaient tous sur des bonnes séries. Souvent, c'était du 3 victoires pour une défaite. Donc, il estime les avoir pris à un moment où ils avaient un niveau qui était très très bon. Et puis, bah, il dit, moi, je suis meilleur aujourd'hui que je l'étais à l'époque du premier combat contre Edwards. Donc, il va voir que les choses vont se passer différemment. Et enfin, concernant les gens qui le critiquent toujours parce qu'on dit qu'il est assez chiant à regarder, que c'est beaucoup de la lutte, etc. Il dit, non, mais regardez mes 2 derniers combats, j'ai pas envoyé un seul takedown. Donc j'ai pas été voir les 2 derniers combats pour voir si c'était vrai, mais écoutez, je vais lui faire confiance et peut-être qu'il est en train de se transformer en terrible striker. Je dis ça un peu rigolant, mais rappelez-vous Kamaru Usman, c'était ça, hein, ses premiers combats, il te collait contre la cage, il venait de gagner du temps, et puis à la fin il a commencé à mettre des KO et c'est devenu très très impressionnant. Forcément, j'ai encore une fois regardé le combat Bilal Mohamed contre Leon Edwards, le premier combat, hein, ce combat qui s'est terminé sur le high poke, et je trouve que Edwards avait bien réussi à faire reculer Bilal Mohamed. Il avait même engagé une phase de clinch contre la cage. Durant cette phase, il n'a pas réussi à amener Bilal au sol, mais il a essayé. Il avait l'air en général plus précis, plus rapide, il avait même bien touché sur un high kick qui avait un peu ébranlé son adversaire. Alors que lui, Bilal Mohamed, c'était plus compliqué, il n'avait pas réussi à amener au sol, à chaque fois qu'il avançait, il faisait 2 pas en avant, Edwards lui en faisait faire 3 en arrière. Le combat n'était pas joué, hein, bien sûr, mais Leon semblait quand même un peu plus à l'aise que Mohamed. Donc comment va se passer le combat samedi soir? C'est un autre combat qui commence, hein. Moi quand Leon Edwards dit ouais c'est le 2e round et je vais y aller à fond, peut-être que ça va se passer comme ça, mais moi dans ma tête j'ai l'impression que c'est un nouveau combat et que les cartes sont redistribuées. Et pour sortir un peu de cette UFC 304, on va parler d'un changement de règle à l'UFC puisque les coups de coude en 12-6 au sol vont maintenant être légaux. Je rappelle que John Jones, son unique défaite c'est parce qu'il a frappé son adversaire de cette façon. Alors un coup de coude en 12-6 c'est tout simple, vous êtes au sol sur votre adversaire et vous le frappez avec le coude de manière verticale, avec le coude qui redescend vers lui. Bien sûr c'est dangereux, bien sûr ça peut créer des ouvertures, mais c'est maintenant un mouvement qui est légal. Et puis une autre règle qui était un souci depuis des années, c'était la règle des 3 points d'appui au sol. Alors je vous le rappelle, si un adversaire avait 2 pieds au sol plus une main, il était considéré comme au sol. Voilà, il avait 3 points de contact avec le sol, donc il était au sol, c'était donc interdit de le frapper au visage avec les genoux et les pieds. Et ben maintenant c'est terminé, pour être considéré au sol, il faudra avoir une autre partie que les pieds et les mains en contact avec le tatami, donc le dos, les fesses, le ventre, et là vous serez vraiment au sol. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne règle. On a notre ami Khabib Nurmagomedov hein, en Russie, qui est un peu dans le viseur de la justice, puisqu'il semblerait qu'il soit poursuivi pour une fraude, alors fraude, tentative de fraude, je ne sais pas, mais il devrait pas mal d'argent hein, au gouvernement, puisqu'il devrait environ 3,4 millions de dollars. Donc il y a une enquête sur lui, peut-être que sa maison va être saisie, des voitures, etc., pour qu'il puisse rembourser tout ça. Je ne sais pas comment ça va se terminer, j'espère pour lui qu'il a mis un peu d'argent de côté, parce que ça pourrait être un gros coup dur, hein. Je rappelle qu'il combat plus depuis quelques années maintenant, il a gagné beaucoup d'argent dans sa carrière. Je pense pas qu'il ait tout cramé, mais ce serait dommage de le voir revenir juste pour gagner de l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont fans de lui, donc vous seriez content de le revoir dans l'octogone. Mais revenir pour ces raisons-là, je suis pas convaincu que ce soit ce qui est de mieux à faire. Justin Gaethje est revenu sur sa défaite face à Max Holloway. Il a dit que son game plan n'était pas le meilleur ce soir-là, mais il dit ça, c'est quelque chose que tu sais seulement une fois que c'est passé. Avant ça, tu es toujours convaincu d'avoir un bon game plan. Il n'a pas forcément tort. Et il dit, je pense que Max Holloway a fait un très très beau combat. Il était précis et parfait ce soir-là. C'était vraiment un Max Holloway très dur à battre. C'est très honnête de sa part, hein. J'ai aussi vu passer que le coup de pierre tourné, d'après ce qu'il dit, ça l'a beaucoup gêné, mais c'est pas ça qui lui a fait perdre le combat. Je rappelle que dans le combat, il prend un terrible coup de pierre tourné qui lui casse le nez. Il dit oui, ok, j'ai perdu, mais c'est pas que à cause de ça, c'est tout le combat. C'était juste un fait pendant le combat. D'ailleurs, Justin Gaethje, c'est celui qui a le plus gros ratio de bonus à l'UFC. 100% de ses combats se terminent par un bonus. Juste derrière lui, on a Sean O'Malley avec 75, on a le Korean Zombie lui aussi avec 75, et on a Conor McGregor avec 71%. Alors pour rentrer dans le classement, il fallait avoir au moins 8 bonus, et eux tous ont les 8 bonus, et quand tu vois Justin Gaethje, 100% de ses combats terminent avec un bonus, c'est impressionnant. Sean O'Malley 75%, puis le Korean Zombie, si vous avez découvert le sport il y a peu, vous le connaissez sans doute un peu moins, mais c'est quand même très très impressionnant.
Francis Ngannou l'assure, il combattra au mois d'octobre contre Renan Ferreira, le champion du PFL. Alors en tout cas c'est les plans, il y a toujours des discussions, mais pour l'instant c'est ce qu'il a entendu, ce serait le 19 octobre en Arabie Saoudite. Espérons que ça se fasse, j'ai vraiment hâte de voir son retour. Moi je fais un peu partie des gens comme Georges Saint-Pierre hein, qui avait dit suite à son combat contre Fury, il aurait dû tout de suite retourner au MMA, et là en cas de victoire ce serait devenu une superstar, alors que là le fait d'avoir perdu contre Joshua, même si c'est de la boxe anglaise, on sent que sa notoriété a un petit peu baissé quand même. Puisqu'on parle de boxe anglaise et d'Anthony Joshua, sachez que Zhilei Zhang, j'en parlais un peu plus tôt cette semaine, a donné son avis sur le boxeur anglais et dit moi je pense qu'il ne m'affrontera jamais. Regarde ses anciens adversaires, par exemple Francis Ngannou, c'est un gars qui vient du MMA. Je pense pas qu'il a ce qu'il faut pour me battre, il ferait pas le poids face à moi, et la façon qu'il a de choisir ses adversaires en dit long sur lui. Écoutez, Anthony Joshua, ça fait un moment quand même qu'il était dans la tourmente, hein. Là, il revit un peu depuis quelques combats, mais on l'avait dit fini, on a dit qu'il n'y avait plus d'Anthony Joshua. Là, il a mis un KO terrible à Francis Ngannou, et c'est vrai que tout le monde se réveille un peu. En face, c'était Francis Ngannou, c'était pas un boxeur, donc je comprends tous ces boxeurs d'élite qui disent oui mais attends, il a pas battu l'élite et moi il m'affrontera pas, etc. Bon, c'est toujours un peu des guerres d'ego aussi, mais je trouvais que son avis était assez intéressant. Et puis si vous aimez Uriah Faber, sachez qu'il va combattre à l'ADXC 5 en main event, hein, forcément ça reste un gros nom. Sur la carte on aura aussi Chad Mendes contre Kevin Lee, deux anciens de l'UFC. Et c'est une carte qui aura lieu le 2 août prochain, donc ça va venir très très vite. Et on a fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui, je vous propose donc de passer à la Minute Auditeur. Et je commence avec monsieur le directeur qui me dit « J'aimerais beaucoup voir Yair Rodriguez qui est pour moi le plus grand striker de l'UFC. Oui, le plus contre Arnold Allen, ce serait top, merci pour les news. » Je suis d'accord avec toi, Yair Rodriguez contre Arnold Allen, ce serait super, surtout si Arnold Allen venait à s'imposer ce week-end. Maintenant, Rodriguez, on l'a vu pendant un moment comme un potentiel champion. Bon, il a fait sa route hein, jusqu'au top quand même s'il a perdu contre Volkanovski. Ce qui a un peu cassé sa carrière, je dirais, c'est les absences. Les longs mois, voire même je crois qu'il y a eu des années d'absence hein, pendant un moment. C'est dommage, là dernièrement, il prend une défaite contre Ortega, combat que je pensais vraiment qu'il allait remporter, je vous l'avais dit à l'époque. Je sentais pas du tout Ortega dans ce combat-là. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Maintenant, je pense qu'il est pas trop loin en classement, j'ai pas son classement en tête. Mais à mon avis, si Arnold Allen gagne, tu fais un Allen contre Rodriguez, ce serait vendeur. Peut-être un main event hein, d'un UFC Fight Night ou alors sur une main card de pay-per-view, ça serait bien. Donc je suis assez d'accord avec toi. Alors moi, est-ce que c'est le plus grand striker de l'UFC ? Personnellement, j'y crois pas trop, mais je vois ce que tu veux dire, c'est un mec qui a de la qualité, c'est un mec qui est bon, et il a manqué quelque chose dans sa carrière, même si elle n'est pas encore terminée. Ensuite, on a Ares Abyss qui me dit « À voir si Giga gagne, pour l'instant je l'attends ». Pour l'instant, j'attends le combat Merab contre O'Malley pour la deuxième ceinture des Géorgiens. Ben oui, hein, c'est de toi que je parlais dans la vidéo d'hier quand je disais que tu m'avais repris pour la prononciation des noms géorgiens quelques fois. Ben ouais, moi je suis d'accord. Merab contre O'Malley, ça va être un sacré combat. Et je t'ai répondu, en effet, si je devais parier sur qui peut devenir champion, je mettrais plutôt un billet sur Merab que sur Giga. Et ensuite, tu es revenu vers moi en me disant, effectivement, avec les Géorgiens à l'UFC, je parie à chaque fois uniquement sur Topuria et Merab, jamais sur les autres. Roman Dolidze, il se prend pour Adesanya et a commencé la boxe taille alors qu'il est plus fort au sol que debout. Je suis assez d'accord avec toi. Giga et Guram, pas ouf, mais bon, nous sommes à peu près 5 millions d'habitants en Géorgie et c'est déjà pas mal d'avoir un champion géorgien, voire même deux d'ici quelques mois. La Caucasie domine assez fortement les sports de combat physiques. Sport de combat, sport physique quoi, et les gens oublient souvent que ce n'est pas seulement le Daghestan et la Tchétchénie, mais aussi la Géorgie. Ouais, je suis d'accord avec toi, d'ailleurs, je pense que dans l'épisode de demain, on va en parler un peu plus, je vous parlerai de Giga, Chikadze, etc. Demain, je vais vous parler des combattants un peu moins connus, entre guillemets, hein, sur la carte, c'est-à-dire on va parler de Bobby Green, de Giga Chikadze, etc. Parce que j'ai beaucoup parlé du main event et du co-main event, je voudrais parler un petit peu des autres aussi, et tu verras, Giga Chikadze a donné son avis là-dessus, mais ouais, hein, pour la Géorgie, franchement, Merab, il peut le faire, je dis pas qu'il va le faire, mais il peut le faire. Deux champions d'un même pays, comme tu dis, 5 millions d'habitants, franchement, ce serait très très fort. Ensuite, il y a Lixi qui me dit, tu peux nous donner ton avis sur l'UFC Noche à la Sphère, s'il te plaît. Bah écoute, on va attendre de s'en rapprocher. Pour l'instant, j'ai été vérifié suite à ton commentaire, c'est bien ce qui me semblait. On n'a pas encore de carte prédéfinie, on n'a pas le détail de tous les combats. Moi, ce que j'attends vraiment, parce que ça va être un très bel événement, je m'attends à ce qu'il y ait des très beaux combats sur la carte, mais c'est surtout l'effet télévisuel que ça va donner. Dana White a dit, je vais organiser le plus grand show de sport de combat que vous avez jamais vu. J'ai vraiment hâte de voir ça.
Honnêtement, je pense que c'est quelque chose de très particulier et j'ai souvent eu envie d'aller voir un événement aux États-Unis, tu vois, parce que c'est le gros truc, c'est les États-Unis, l'UFC est né là-bas, etc. Et vraiment, voir un événement à la Sphere, ça doit être quelque chose et ça pourrait bien devenir un rendez-vous tous les ans, hein, le mois de septembre, l'UFC à la Sphère, l'UFC Noche. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Dana White, il a pas intérêt de se louper parce qu'il l'a beaucoup vendu le truc et les gens vont pas le louper si lui se loupe, si je peux dire. Ah oui, ensuite il y a Meda qui me dit lourd Edwards contre Muhammad, je cherchais une vidéo sur laquelle dormir. Après tu me dis je cherchais un combat sur lequel dormir. Je sais qu'il y a pas mal de gens que ça fait pas rêver ce combat là. Moi honnêtement, Muhammad, je suis pas son plus grand fan, mais il faut avouer qu'il a quand même fait le travail pour arriver jusque là. Il a enchaîné les victoires, il a réussi un peu à faire évoluer son style. Maintenant c'est pareil, dans la vidéo de demain je vous en parlerai, je trouve qu'il a eu quelques sorties pas très intelligentes. Des fois il dit des choses, je sais pas s'il se rend compte, il s'est comparé à GSP dans le passé, là il a redit quelque chose cette semaine, on en parlera demain. Alors que c'est un gars plutôt sympathique, hein, Muhammad. Moi j'ai vu des épisodes de podcast, il est souvent avec Annick dans son podcast, et c'est un mec plutôt cool, plutôt marrant, il devrait en jouer, tu vois, être un peu l'anti-méchant, être le mec un peu comme faisait GSP, tu vois, en plus il a de la répartie, il a de l'humour. Des fois je pense qu'il tombe un peu dans le trash talk parce qu'il a été frustré de voir son title shot s'éloigner. Bon là il l'a ce week-end, maintenant s'il gagne il gagne, et s'il perd au moins il aura eu sa chance, et voilà, ce sera fini de nous dire oui j'ai pas eu ma chance parce que je suis pas assez vendeur, etc. Là il aura été mis devant la réalité. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, merci d'avoir suivi, salut.